Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de la dernière étape du Dauphiné. Étape numéro 8, oui c'était plutôt calme pour une étape du Dauphiné, on reviendra là-dessus. Avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, ça c'est absolument pas obligatoire. Mais comme ça vous évitez les petits soucis parfois de YouTube et puis vous pouvez voir également les vidéos sur d'autres domaines que je peux réaliser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, et puis à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de savoir en fait si la vidéo vous a plu ou non. Très calme, cette dernière étape très calme. On a eu notamment le Dauphiné de l'année dernière, même le Dauphiné qui avait remporté Jakob Fuglsang, enfin le deuxième qui avait remporté Jakob Fuglsang. On a eu quand même sur les 10 dernières années plutôt des étapes de Dauphiné qui étaient très animées. Moi je me souviens notamment de la victoire de Fuglsang, enfin, ce jour-là c'est totalement incroyable, et le parcours était plutôt très intéressant, avec notamment la montée de Jouplane le passage à Morzine et la petite montée vers Léger, donc ça a obligé, si on voulait faire des écarts, à partir de loin, à ne pas attendre forcément les derniers mètres de la montée de Jouplane. Bon, les coureurs, je pense, étaient un petit peu fatigués. Aussi parce qu'on est toujours, il faut relativiser sur ce que je vais dire sur les top et flop, on est encore sur une période d'affûtage pour la plupart des coureurs, c'est-à-dire que certains vont parfois repartir en stage, parfois reviennent de stage avant le Dauphiné, donc il y a une fatigue avant de commencer le Dauphiné. L'état de forme n'est pas encore à 100% et il ne faut pas qu'il soit à 100% au moment du Dauphiné, c'est très important également. Donc on est sur une période un petit peu différente et il va y avoir encore pour certains vont courir la Mont Ventoux dénivelé challenge, il y aura les championnats nationaux également, donc il y a encore un petit peu de temps avant d'arriver à son top niveau. On va commencer tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, sur cette vidéo, on va faire un petit peu un résumé global, bilan de l'étape, mais on va un peu extrapoler également par rapport à ce qu'on a vu sur cette semaine. Je commence avec David Gaudu. David Gaudu, encore solide aujourd'hui, 5e de l'étape. Moi, je regretterais peut-être un peu trop d'attentisme chez David Gaudu. On sent que les jambes sont là, mais je pense qu'il est en capacité encore aujourd'hui peut-être de faire la différence dans le final et qu'il ne l'a pas faite. Alors, peut-être que je me trompe, ça c'est mon avis, mais j'ai l'impression quand même que du côté de David Gaudu, il y avait peut-être la possibilité d'attaquer un peu plus, il y avait peut-être la possibilité de faire quelque chose. Après, le français a été encore très bon aujourd'hui, moi je le mets 5e de l'étape, devant Geraint Thomas, devant Lutsenko, et remporte le sprint du peloton maillot jaune, et il a très bien roulé, et il finit maillot blanc, il a fait une très bonne semaine, David Gaudu. Moi j'aurais aimé un peu moins d'attentisme peut-être, un peu plus, qu'il ose un peu plus sur certaines étapes. Je pense qu'il y avait la possibilité peut-être de faire la différence et pourquoi pas de faire un petit peu un meilleur classement s'il avait pris un peu plus de risques sur certaines étapes, mais on a vu déjà un énorme progrès sur le contre-la-montre. Moi qui pensais sur le Tour de France qu'il allait perdre 6 minutes sur le chrono, parce qu'il allait perdre 2 fois 3, quasiment une minute par tranche de 10 km, je me dis plutôt qu'il va plutôt en perdre 4. Et quand on sait que le top 10 va certainement, encore une fois, jouer à 10 minutes, on a vu sur le Giro, mais un top 10, on est sûr quand on est à 10 minutes d'être dans le top 10. Du côté de David Gaudu, ça peut être intéressant. Du côté du maillot blanc, là encore, il y aura des adversaires, il y aura Pogačar notamment, mais imaginons Pogačar n'arrive pas à confirmer sur son Tour de France. Il est potentiellement là pour être maillot blanc, et puis meilleur français, c'est également un classement très intéressant, et là David Gaudu sera un coureur très intéressant également de ce côté-là. Je continue avec Ben O'Connor, là encore coureur qui a été très solide, Ben O'Connor pendant toute la semaine. Lui, il a osé, je trouve beaucoup plus que Gaudu, j'ai trouvé très intéressant, là encore en fin d'étape. Voilà, il attaque, alors il grappille, on va me dire 13-15 secondes, mais oui, mais quand tu grappilles 15, que tu grappilles encore une minute, 20 secondes, 30 secondes, si tu arrives à faire ça 3-4 jours d'affilée, tu récupères une grosse minute 30, et ça peut être intéressant. Et puis Ben O'Connor, on sent qu'il n'est pas encore au top physiquement, totalement, je pense qu'il a encore une petite marge, le coureur australien, et puis l'équipe autour de lui n'était pas forcément exceptionnelle non plus, il y avait
Paré-Peintre. Est-ce qu'il n'aura pas non plus Champoussin, qui n'a fait qu'un début de Giro, Nance Peters, Mathias Frank également, dans cette équipe AG2R. Là, il y avait Greg Van Avermaet aussi, qui je pense sera un atout intéressant dans cette équipe. Il peut avoir une équipe solide autour de lui, Ben O'Connor, et je pense, le fait qu'on l'ait renouvelé 3 ans, ça montre premièrement qu'il se sent bien dans l'équipe, et deuxièmement qu'on lui fait confiance chez AG2R Citroën pour jouer le général des grands tours. Et je rappelle, c'est un coureur qui est encore assez jeune, je crois qu'il a 25 ans à Ben O'Connor. C'est-à-dire que dans 3 ans, il n'en aura que 28. Donc c'est un coureur qui va commencer à être au top de sa forme, là, au top physiquement. Et moi, je le trouve qu'il est vraiment très solide. Et c'est un coureur qui a déjà pas mal d'expérience. Il a pas mal bourlingué dans différentes équipes. Donc c'est un coureur qui est assez intéressant, je trouve. Du côté des plus-moins, je vais pas m'étendre beaucoup plus sur Martin Alisson. Martin, je pense que la chute sur cette semaine lui a pas mal coûté. C'est un petit peu dommageable parce que s'il n'y avait pas eu cette chute, peut-être qu'il aurait été un peu mieux. Là aujourd'hui, il est dans l'échappée, mais on peut pas dire qu'il ait eu un rôle hyper important dans cette échappée. Du côté de Kenny Elissonde, il y a toujours la possibilité de faire un top 10 ou de jouer également des classements d'étapes. Du côté de Kenny Elissonde, même si aujourd'hui il part quand même 3-0-4, mais encore une fois il était dans l'échappée, donc peut-être qu'il a pas mal consommé d'énergie dans cette première partie d'étape. Je pense que ça sera lui le leader, peut-être Nibali, c'est pas trop, hein. Très clairement la Trek, ce que visera cette équipe sur le prochain Tour de France, c'est encore un petit peu flou du côté de cette formation. Je continue du côté des coureurs qui m'ont un petit peu déçu aujourd'hui. Aurélien Paré-Peintre, 4-0-4, 18e de l'étape. Il a voulu... il a quand même joué toute la semaine aux avant-postes. Aujourd'hui, il a un peu craqué. Peut-être la fatigue des jours précédents, hein, ça a quand même roulé vite sur quelques étapes, ou peut-être tout simplement une difficulté à accumuler les jours de course. Je rappelle qu'Aurélien Paré-Peintre, c'est un coureur qui est très jeune également. Il a 25 ans, là ça reste encore un coureur jeune. C'est un coureur qui a moins d'expérience aussi que d'autres, hein, parce que il a commencé en 2018, alors il était stagiaire en 2018, donc août 2018, ses débuts. Il n'a pas encore une grande expérience sur les grands tours, il a simplement fait un Giro l'année dernière, je crois me rappeler, Paré-Peintre. Donc voilà, c'est un coureur qui doit encore progresser, qui doit encore travailler. Peut-être sur la 3e semaine. L'année dernière, c'est vrai qu'en 3e semaine, il n'avait pas été excellent. Donc voilà, c'est un coureur qui doit encore améliorer son travail sur la récupération. Mais c'était quand même une course intéressante encore une fois pour lui. Puis ça va lui permettre de prendre de l'expérience. Encore une fois, c'est un coureur qui a peu d'expérience sur le haut niveau, qui est jusqu'en 2024 hein, chez AG2R, mais c'est un coureur intéressant. Et puis encore une fois, pour épauler Ben O'Connor, pourquoi pas pour aller chercher une victoire d'étape, ça sera intéressant sur le prochain Tour de France. Et puis je termine avec Pierre Rolland. Pierre Rolland que j'ai trouvé assez moyen pendant tout le Dauphiné, on l'a vu quelques fois à l'attaque. Mais je pense qu'il en manque encore beaucoup du côté de Pierre Rolland. Je suis un petit peu inquiet. Après, peut-être que lui aussi prépare énormément la 3e semaine en se disant qu'il y aura des opportunités Pierre Rolland, ce qui n'est pas faux non plus, hein, parce qu'il y aura un peu moins de coureurs et être en forme en 3e semaine pour un baroudeur comme ce qui est aujourd'hui Pierre Rolland, ça peut être intéressant. Puis du côté de Quintana, très discret hein, pendant toute la course Quintana, et aujourd'hui, il a tenté d'attaquer. Bon, on a bien vu tout de suite que ça marchait pas, l'attaque. Et puis ensuite, il a un peu pété. Quintana, il finit 24e à 5-16, donc derrière notamment Paré-Peintre et Madouas. Dommage. Du côté de Quintana, il a tenté, je sens qu'il en manque encore un petit peu, mais c'est un coureur, je suis pas non plus totalement inquiet du côté de Quintana. C'est contrairement à Pierre Rolland, je sais que c'est un coureur qui va pas mal rouler, et je trouve qu'il en manque moins chez Quintana qu'il en manque chez Pierre Rolland au niveau de l'état de forme. Après c'est mon avis, et je peux me planter. Attaque de Marlou. On passe au coureur au top, et du côté des coureurs au top, Marc Padoun, hein, la même qu'hier. Marc Padoun, alors là il part à une bonne vingtaine de kilomètres de l'arrivée, je crois que c'était 24 ou 25 km de l'arrivée. Marc Padoun, la même qu'hier, et avec moi j'ai toujours la même surprise, coup de pédale très en puissance. Marc Padoun, je l'ai pas dit hier, mais ça m'avait déjà surpris, c'est que c'est un coureur qui grimpe un peu à la manière d'un rouleur, avec pas mal de braquets.
malgré le fait que ça tourne quand même les jambes. Hein. Alors certes, il tourne pas les jambes comme Chris Froome, mais c'est pas Pierre Rolland non plus, hein, ou Joaquim Rodriguez, qui étaient des coureurs qui tournaient même pas, qui tournent à 75 tours minutes en montagne. Non, là il y a du braquet, mais ça tourne quand même un petit peu les jambes. Ça doit être entre 85 et 90, je dirais. Tour minute du côté de Mark Padoun, mais on sent que c'est un coureur qui est puissant. Mark Padoun, j'ai vu regarder hier qui faisait 1m80. Alors du côté du poids, vu qu'on nous a, enfin du côté de France Télé, ils ont indiqué qu'il avait perdu pas mal de poids, majé 60 kg. Ce qui me semblerait son poids actuellement, parce que en dessous ça me paraîtrait pas énorme. 60 kg déjà pour 1m82, c'est un peu rikiki comme ça. Un coureur qui me surprend parce que chez les professionnels, on ne l'avait pas vu à ce niveau-là. Après, il y a deux choses à notifier. Premièrement, il a 24 ans. Donc des fois, comme Gaudu l'année dernière, qui est arrivé performant un peu sur le tard, donc c'est peut-être le cas également du côté de Mark Padoun. Il y a aussi une deuxième chose à noter, il est en fin de contrat chez Bahrain Victorious, donc peut-être qu'il s'est dit peut-être falloir que je me bouge le cul, que je me montre un petit peu, parce que si je veux avoir un contrat l'année prochaine dans des équipes, il va falloir que je fasse un effort si je veux encore avoir un contrat dans une World Tour. Donc c'est peut-être également la raison de le voir au top niveau, mais c'est vrai que comme hier, il a été très puissant et puis personne n'a réussi à le suivre. C'est-à-dire une fois qu'il est parti au pied de Jouplane, personne n'arrivait du tout à le suivre, donc assez performant. Et puis il n'a pas craqué, parce qu'il est parti très tôt. Il n'a pas craqué non plus dans la montée vers léger. Et pourtant, encore une fois, il monte tout en puissance, Mark Padoun. Deuxième, c'est Richie Porte, qui n'a pas été vraiment inquiété sur ce Dauphiné, on va pas se mentir, il n'a pas fait le coup d'à la portière, mais pas loin quand même, Richie Porte. On a toujours un petit peu les mêmes interrogations qu'au début du Dauphiné, du côté de chez Ineos. On a l'impression que l'équipe est forte, mais comme il n'y a pas eu une énorme adversité face à eux, on n'a pas la certitude qu'ils soient au-dessus du lot. Alors certes, ils paraissent forts, mais on a eu un parcours qui était très vallonné. Il n'y a eu que 2 étapes de haute montagne, il n'y a eu que les 2 derniers jours, c'était de la haute montagne. Donc c'est un peu difficile de savoir si cette équipe est capable de maîtriser aussi bien qu'elle l'a fait sur le Giro, parce que c'est vrai que sur le Giro ça a quand même été un rouleau compresseur, Ineos. Ils ont l'air très forts. Après, il faudra voir également la hiérarchie dans l'équipe. Richie Porte a l'air d'être en forme. Richie Porte n'a pas vraiment été mis en difficulté aujourd'hui. Geraint Thomas un peu plus, mais au final, il a réussi à rentrer dans le groupe. Malgré une chute un peu bête, ça fait quand même 2 fois en un mois à peu près qu'il fait de chute bête, parce qu'il y a eu la chute sur le Tour de Romandie où sa main avait ripé du guidon. Et là, j'ai l'impression que sur sa chute, c'est la pédale intérieure qui est en bas. Il nous fait un petit peu une petite... Thibaut Pinot avait fait la même. C'est-à-dire que quand il tourne quand il baisse son vélo, il a la pédale intérieure qui est en bas. Donc elle frotte sur le goudron et forcément il tombe de cette manière. J'ai l'impression que c'est une chute de ce type-là du côté de Geraint Thomas, mais du côté d'Ineos ou du côté de Richie Porte. Une dernière étape assez tranquille. Et du côté de Lutsenko, moi je pensais pas qu'il allait suivre. Enfin, qu'il allait tenir aujourd'hui Lutsenko. Je me suis dit, un jour, oui, mais 2 jours, c'était peut-être compliqué. Donc, ce qui veut dire certainement que Lutsenko a une bonne condition physique. Peut-être également que Lutsenko va enfin réussir à respecter nos attentes, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui m'a souvent déçu. Alors c'est un coureur qui a un beau palmarès quand même, 2 fois vainqueur du Tour de Oman, victoire sur le Tour de France l'année dernière, vainqueur de l'Arctic Race of Norway, du Tour de Henan, 3 fois le Tour d'Almaty, une étape du Tour d'Espagne, 2e donc cette année du Critérium du Dauphiné, Tour d'Almaty, Paris-Nice, une étape de Paris-Nice, une étape de Tirreno, une étape du Tour de Suisse, 2e du Tour de Turquie. Mais sur les grands tours, on l'a rarement vu très performant, et puis c'est un coureur qu'on attend souvent aux avant-postes, et puis souvent quand on l'attend il nous déçoit, et c'est un puncher. Alors peut-être que il va enfin nous satisfaire nos attentes, Lutsenko, mais on va attendre ça dans les jours à venir. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Enric Mas. Enric Mas aujourd'hui, c'est pas la folie sur ce Dauphiné. Il finit à 2,50. Après, du côté d'Enric Mas, je pense qu'il va faire également la Vuelta.
Donc c'est un petit peu normal s'il fait la Vuelta qu'il soit pas au top de sa forme. Oui, il y a la Vuelta. Il fait aussi le Mont Ventoux dénivelé challenge. Le mardi prochain. Oui, c'est un petit peu normal qu'il soit pas au top de sa forme en fait, Enric Mas. Après, du côté de Movistar, on n'a pas trop compris la stratégie. Alors, soit ils étaient pas au top de leur forme, ils le savaient avant le début de la journée, mais les trois larrons de la Movistar, on les a pas vus, hein. Que ça soit Valverde ou Lopez, ils ont quand même été très discrets. Pourtant, du côté de la Movistar, on a un peu roulé pour eux. On avait mis 2 mecs dans l'échappée aussi. Donc, je pense qu'il y avait une idée de faire relais, et puis peut-être qu'on a compris en milieu d'étape que les coureurs n'étaient pas au top de leur forme. C'est dommage du côté d'Enric Mas, parce qu'il y avait un classement qui était 12e, 13e du classement général. Au final, il finit 11e, juste en dehors du top 10. Il profite du fait que Paris-Peintre ait perdu 3 positions. Mais voilà, on attend peut-être encore mieux d'Enric Mas. Mais moi, je suis assez exigeant avec Enric Mas. C'est un coureur que, vous savez, je critique assez souvent quand même sur la chaîne. Donc peut-être que c'est une erreur de ma part, peut-être que j'attends trop de ce cours-là, mais c'est un petit peu dommageable, je trouve, pour un coureur comme ça, de pas réussir à suivre d'Anjou-Plane, surtout qu'encore une fois, le rythme était pas énorme. L'étape s'est jouée à 35 de moyenne, donc ce qui n'était pas un rythme incroyable sur 147 km. Donc du côté d'Enric Mas, on aurait pu s'attendre à mieux. Et puis 2 autres flops. C'est du côté de la Jumbo-Visma, Sepp-Kuss et Kruijswijk. Sepp-Kuss, peut-être là aussi un coureur qui a eu du mal à assumer les différents jours de course, mais il a complètement explosé. Sepp-Kuss, il finit 60e à 14 minutes. Donc je pense qu'il a complètement explosé. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il revenait d'un stage de montagne et qu'il a un peu souffert? C'est peut-être également un coureur qui va faire plusieurs courses. Sepp-Kuss, il est prévu également sur la Vuelta, donc c'est un peu comme Enric Mas. C'est des coureurs qui doivent pas être au top de leur forme à ce moment-là de la saison. Mais il a complètement explosé, c'est un petit peu dommageable. Et du côté de Kruijswijk, très discret pendant toute la semaine et encore une fois aujourd'hui, donc ça correspond un petit peu à ce que j'ai vu sur les dernières étapes, quoi. Kruijswijk, j'ai pas été impressionné. Lui aussi, il va faire la Vuelta, mais je pense pas que ça sera le leader sur la Vuelta. Je le trouve vraiment pas incroyable cette année, hein, Kruijswijk, que ça soit sur Paris-Nice ou encore une fois sur le Tour de Catalogne. Oui, il m'avait pas marqué plus que ça. Sur le Tour de Romandie, il ne m'a absolument pas marqué, donc c'est un coureur qui me déçoit un petit peu cette année. Je m'attends à mieux de la part de Kruijswijk. Après, c'est un coureur qui a quasiment pas couru en 2020. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu en difficulté. Mais pour moi, il a plutôt servi de second couteau sur cette course et de lieutenant à Sepp-Kuss. Mais voilà, les deux ont complètement explosé aujourd'hui. Donc c'est un petit peu dommageable pour la Jumbo-Visma, parce que le résultat final au niveau classement général pour les deux coureurs de cette équipe, on a fini loin. Un Kruijswijk qui est 15e. J'ai pas le classement de Sepp-Kuss, mais il doit être au-delà du top 20, ce qui est un petit peu dommageable après une semaine qui n'avait pas été si mauvaise que ça pour le coureur américain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bien entendu, on fera le Tour de Suisse. Par contre, la première étape ne sera certainement pas ce soir, mais peut-être demain matin. Et ensuite, on essaiera que les débris des étapes soient tous les soirs du côté du Tour de Suisse. Mais l'horaire de la course sera un peu plus facile pour moi à gérer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Bennec Production. Ciao, ciao!